Quand je me suis lancée à mon compte puis que j'ai fondé le cabinet Mon Choix Financier, j'ai eu l'opportunité d'offrir des services financiers qui étaient 100% à mon image et j'ai eu la belle surprise que des finances, ça pouvait être créatif. Tu sais, Mhm. qu'on pouvait être créatif, qu'on pouvait adapter nos méthodes, qu'on pouvait avoir quelque chose qui nous ressemblait, nous, en tant que conseillers dans la pratique d'affaires qu'on fait, puis ultimement d'intégrer cette créativité-là au niveau des stratégies qu'on peut faire, parce que quand on a un cabinet indépendant, puis plusieurs licences, ben, je peux travailler avec tous les produits financiers ou presque, je peux travailler avec toutes les institutions, je peux vraiment jouer avec la structure pour mes clients. Vous écoutez Les pros de l'assurance, présentés par Emma Assurance Vie. Bonne écoute! Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode des pros de l'assurance. Aujourd'hui avec nous, on a Cynthia Laventure, fondatrice de Mon Choix Financier, accompagnatrice financière, conférencière, conseillère en sécurité financière, une entrepreneur passionnée. Cynthia, bonjour. Bonjour! Moi, je te connais un peu, tu sais, on a échangé des téléphones ensemble, de l'information. Il y a plusieurs choses qui ont attiré mon attention. Surtout le fait que toi, tu fais des conférences pour bâtir ta clientèle, bâtir ta crédibilité auprès de ta clientèle. Ça, c'est un sujet qu'on va aborder aujourd'hui dans le podcast. Mais avant de tomber dans le sujet, le needy-greedy, là, de comment prospecter des clients par les conférences, c'est une seule aventure. C'est qui? Ça mange quoi en hiver? Parle-moi un peu de ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené à choisir la carrière de conseillère en sécurité financière puis d'être entrepreneur? Mais en fait, c'est quand même une question chargée, ça, Félix, parce que je pense qu'on Mhm. pourrait faire tout le podcast là-dessus. Donc, je vais essayer d'être concise. Moi, en fait, ça va faire à peu près 15 ans que je suis dans le domaine financier. J'ai commencé ma carrière en finance dans le domaine bancaire. Donc, j'étais conseillère dans une institution financière. J'ai fait plusieurs rôles dans cette institution-là. Donc, tu sais, les ouvertures de compte, les placements. J'avais déjà mes permis en épargne collective. J'ai fait les hypothèques, les prêts aux petites entreprises. J'ai fait de la gestion aussi de la succursale. Donc, bref, tu sais, mon expérience financière, elle vient plutôt de là. Mais initialement, moi, je suis formée, j'ai un bac en gestion hôtelière. Donc, j'ai commencé ma première carrière qui est en hôtellerie, en fait. Donc, j'ai fait beaucoup de restauration. J'ai travaillé pour les hôtels Fairmont. Puis bref, j'ai fait ça pendant quelques années avant de faire la transition vers ma carrière plus financière. Puis la raison pour laquelle je le mentionne, c'est que quand j'ai quitté l'hôtellerie pour aller dans le domaine financier, c'était pour aller trouver une stabilité de vie, tu sais, parce que travailler en Ouais. hôtellerie, ça fait son temps, tu sais, parce que c'est des horaires assez chargés. Puis bref, quand C'était quoi, je des suis soirs, allée des dans le domaine week-ends? C'était Noël, oui, ouais, c'est ça. Les grosses saisons, oui, t'es oui, toujours c'est occupé, là. exact. Tu sais, puis moi, j'étais du côté de la gestion aussi, donc c'est vraiment des grosses journées. Tu sais, puis honnêtement, à partir du moment que moi puis mon conjoint du moment, on a décidé qu'on voulait avoir des enfants, je me voyais pas rester en hôtellerie parce que je voyais pas comment j'aurais pu faire la conciliation travail-famille avec une carrière dans cette industrie-là. Puis c'est ça qui m'a amené dans le domaine financier. Je voulais rester dans le service. Je voulais aller vers des heures plus stables. Puis quand j'ai quitté l'hôtellerie pour aller vers le domaine financier, ce que j'ai trouvé difficile dans l'institution financière pour laquelle que je travaillais, puis ça n'a rien à voir avec cette institution-là, mais quand on travaille pour une banque ou en finance en général, il y a beaucoup de règlements. Hein, tu sais, il y a les lois, il y a les règlements, il y a la conformité. Donc, tout est très, très cadré. Puis malgré que j'étais habituée à ça dans un contexte de standard hôtelier, en hôtellerie, on peut être très créatif. En fait, on est Mhm. supposé d'être créatif, puis de traiter chaque client différemment, puis de s'adapter, puis d'être très, très humain. Puis j'ai trouvé ça difficile quand j'ai fait la transition vers le domaine financier parce que je trouvais initialement que j'étais très cadrée puis j'avais pas de place à la créativité. Donc, quand j'ai fait mes premières années en finance, je ne pensais pas finir ma carrière en finance. Tu sais, Mhm. j'ai quitté la banque, j'ai quitté la banque après une dizaine d'années là, de service là-bas pour être à la maison avec mes enfants pendant quelques années. Puis ensuite, quand je me suis lancée, en me disant qu'un jour j'allais revenir sûrement, mais à mon compte, tu sais, je savais que je n'allais pas retourner à la banque. Puis tout ça pour dire que quand je me suis lancée à mon compte puis que j'ai fondé le cabinet Mon Choix Financier, j'ai eu l'opportunité d'offrir des services financiers qui étaient 100% à mon image. Et j'ai eu la belle surprise que des finances, ça pouvait être créatif. Tu sais, Mhm. qu'on pouvait être créatif, qu'on pouvait adapter nos méthodes, qu'on pouvait avoir quelque chose qui nous ressemblait, nous, tu sais, en tant que conseillers dans la pratique d'affaires qu'on fait. Puis d'ultimement d'intégrer cette créativité-là au niveau des stratégies qu'on peut faire. Parce que quand on a un cabinet indépendant, ben, puis plusieurs licences, ben,
peux travailler avec tous les produits financiers ou presque, je peux travailler avec toutes les institutions, je peux vraiment jouer avec la structure pour mes clients. Donc, vraiment, vraiment, là, j'ai réussi à trouver, sans que ça soit prévu, à ma grande surprise, un, je me suis comme créé un poste qui combinait le meilleur des deux mondes. Tu Mhm. sais, l'opportunité d'être créatif avec mes stratégies et avec mes clients dans un cadre financier où est-ce qu'on a un impact à long terme. Tu sais, donc, honnêtement, pour moi, je suis casée, là. Moi, c'est sûr que je reste à vie dans cette carrière-là. Puis avec le cabinet, là, c'est trop beau pour être vrai, là. C'est ça la beauté, hein. Souvent, quand on est son propre patron, puis il y a certains éléments que je veux qu'on revienne dans ta présentation. Quand on est son propre patron, souvent, on pense qu'on va contrôler 100% notre horaire, qu'on peut faire ce qu'on veut, mais on peut aussi tomber dans le piège d'être le pire patron qu'on ait jamais eu à vie, puis d'être ultra exigeant envers nous-mêmes, puis de travailler tout le temps. Puis toi, ce qui t'a amené à faire la transition vers le domaine financier, puis c'est sûr que tu as passé par le chemin bancaire. Fait que là, c'est sûr que là, tu avais des horaires stables, tu vas être plus présente pour ta famille, avec les congés fériés des banques, on les sait, là, surtout sur une banque à charte, là, il peut en Mhm. avoir plusieurs dans l'année. Ta transition comme travailleur autonome, là, tes enfants étaient un peu plus vieux. Comment t'as conjugué ça, tu sais, travail, famille, atteindre tes objectifs de carrière financiers, comment t'as conjugué le tout en même temps? Bien, moi, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que je me suis lancée pendant la pandémie. Ouais. Donc, petite mise en contexte, moi, à ce moment-là, j'étais mère à la maison depuis quelques années, 3, 4 ans. Puis, la pandémie a frappé. Puis, mon conjoint, à ce moment-là, travaillait dans le domaine de l'aviation. Donc, du jour au lendemain, on a perdu notre revenu familial unique. Donc, ça a été quand même une période stressante. Puis, c'est ça, en fait, qui a fait. Moi, je savais déjà que ce que je fais maintenant, j'allais le faire, mais j'avais pu le faire dans quelques années. Tu sais, quand mes enfants allaient être encore plus vieux un peu. Bref, ça a juste devancé mes plans. Ce qui a fait en sorte que je me suis lancée dans un contexte où est-ce que mon conjoint était à la maison, travaillait pas. Tu sais, il avait trouvé une job finalement en attendant tu sais, que l'aviation reprenne. Mais ultimement, j'ai eu cette opportunité-là, puis c'est pour ça que j'ai décidé de faire ce move-là. Je me dis là, Ouais. j'ai une opportunité de le faire dans un contexte où est-ce que je vais avoir un support bonifié à la maison, tu sais, pour ce qui est de l'aide avec la famille. Donc, ma lancée, je pense que c'est ce qui m'a donné un peu de courage à faire ce move-là, tu sais, d'aller lancer en affaires dans un contexte où ce que je partais de rien, tu sais. J'ai commencé le cabinet, j'ai commencé les services, puis j'avais 0 client, tu sais, Ouais. j'avais absolument rien, là, tu sais. C'est un peu, tu te lances dans le vide. Donc, ça l'a aidé. Par la suite, évidemment, la vie s'est replacée là, assez rapidement par la suite. Puis, tu sais, tu as dit tantôt qu'on peut tomber dans le piège d'être son pire patron, puis on dirait que je pense que je suis mon pire patron. Puis, en plein temps, parce que quand tu es entrepreneur, puis t'aimes ce que tu fais aussi, puis tu y crois, c'est sûr que je mets plus de temps que le temps que je mettais quand j'étais à la banque, mais paraît pas. Tu sais, j'ai pas Exact. l'impression, tu sais, je finis pas ma semaine en me disant, oh mon Dieu, j'ai fait 70 heures. Tu sais, la réalité, c'est qu'on a toujours un peu la business dans notre tête, puis le défi, c'est de mettre la switch à off, parce que même quand je suis en train de faire autre chose, j'ai des éléments qui me viennent en tête, j'ai une idée, ah, ça, faut pas que j'oublie ça, puis tu sais, donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis juste créé des systèmes qui me permettent de me vider la tête quand ça arrive. Je réalise que c'est pas réaliste pour moi de vraiment mettre la switch à off. Par contre, il faut que j'ai un système où est-ce que je suis capable de prendre l'idée, prendre ce que j'ai dans ma tête, le déposer à quelque part stratégiquement pour pas l'oublier et Ouais. ensuite l'oublier. Donc, j'ai un système avec mon équipe, avec ma coordonnatrice, puis j'ai un système aussi avec un système de notes, carrément que je fais des messages, ça part directement dans ma boîte de courriel, puis quand je reviens au travail, je pars de là. Je commence avec ces idées-là, puis ça me permet ultimement de me donner des petits breaks, tu sais. Mais c'est sûr que c'est un grand défi, puis tu sais, quand je parle à des collègues conseillers, on a tous ce défi-là, en tout cas pour Ouais. la plupart, de ralentir un petit peu, puis de se forcer à prendre cette pause-là, mais la réalité, c'est qu'on aime ça. Tu sais, j'aime Mhm. ça. Tu sais, j'ai du fun, fait que les vacances font du bien, mais ça me paraît pas tout comme du travail. Il y a une grande partie qui est de la passion. Tu sais, malgré le nombre d'heures qu'on fait, pour moi, c'est pas si pire. J'aime bien mieux travailler beaucoup plus d'heures sur un projet comme mon cabinet que de donner un 37 heures et demie dans une banque. Exact. De loin. Non, c'est sûr. C'est complètement différent parce que là, tu as un certain contrôle vers la direction dans laquelle tu diriges. Puis il y a un exercice que moi je fais chaque année avec mes employés, que individuellement j'ai fait que je fais depuis longtemps, que je prends une fameuse liste, là, fait que je prends une feuille blanche, je trace une ligne en plein milieu, puis là, j'écris d'un côté les tâches qui me coûtent de l'énergie, qui me drainent. Fait que ça, c'est des tâches que quand je les fais, là, je lâcherai tout.
J'irai faire autre chose, j'irai au Mexique, me tendre sur une plage, tout pour pas faire ces tâches-là, puis sinon, ça va être les tâches que je vais procrastiner tout le temps. De l'autre côté, c'est les tâches qui me donnent de l'énergie, qui vont me fuel énormément, puis que ça, ces tâches-là, je pourrais en faire tellement que je prendrais jamais une heure de congé, je dormirais jamais. Tellement que ces tâches-là me donnent de l'énergie. Souvent, ce que je me rends compte, c'est que la liste évolue chaque année. Puis dépendamment de mon développement personnel, des fois, j'ai des tâches qui me donnaient de l'énergie à un certain moment, que là, aujourd'hui, je les trouve taxantes, ces tâches-là, puis ils switchent d'une case, d'une liste à l'autre. Puis les tâches qui me coûtent de l'énergie, pour moi, c'est tout le temps les tâches que je vais déléguer. Faire ma propre comptabilité, concilier mes états de compte à la fin de l'année. Tu le disais tantôt, là, t'organiser, te vider la tête. Ça, c'était une des choses que je trouvais qui était difficile. Tu sais, comme conseiller, on a toujours des tâches de suivi à faire. Moi, j'étais excellent en prospection, connecté avec les clients. Ça, j'ai toujours une certaine facilité parce que j'étais passionné par ça. Faire tous les nombreux suivis cléricales, je trouvais ça donc bien lourd. Mais c'est une tâche qu'au début, malheureusement, tu l'as pas la coordonnatrice. Ben, tu sais, dépendamment de ton MJ, de comment tu es structuré, mais tu l'as pas ton adjoint, ta coordonnatrice. Tu n'as pas encore une équipe. Mhm. Fait que là, faut que tu le fasses toi-même. Mais comment réussir à ce que ça ne devienne pas une tâche qui est autant taxante? Ben, c'est d'avoir des systèmes, un peu comme ce que tu t'es monté. Puis chaque système est différent. Tu sais, tout le monde, on va avoir des best practices qui vont se ressembler, mais il faut que tu l'adaptes à ta personnalité, à ton mode de travail à toi, ton environnement familial. Sinon, ça va être difficile de maintenir un système. La recette de un va pas nécessairement être ta recette à toi. Fait que c'est là que c'est intéressant de faire cet exercice-là chaque année. Puis là, de dire, bon, ben, qu'est-ce que je veux faire aussi? Une fois que je sais toutes les tâches qui me passionnent, pour garder un certain équilibre de vie, parce que c'est pas vrai que de travailler non-stop tout le temps. C'est moi, mes 3 premières années de carrière, j'étais chanceux, là, j'étais jeune, j'avais rien à perdre. Je sortais de l'université. Ben, je pense que j'ai pas pris une journée complète de congé. Je faisais tout le temps au moins une demi-journée, même les week-ends. Mais au bout de 3 ans, je comprenais pas pourquoi, mais j'avais comme une certaine fatigue, comme ça me tentait plus. Fait que là, je regardais mes semaines qui se remplissaient. Là, je trouvais ça, mon Dieu, j'ai 20 rendez-vous la semaine prochaine. Pourtant, c'est une bonne nouvelle, là. Comme on sait, quand un agenda rempli, ça veut dire que les choses vont bien. Mais là, je trouvais ça lourd de débuter mon lundi. Fait que là, je me suis dit, ah, ben, mettons que je le book plus mon jeudi soir. Puis je vais au resto à la place. Je vais booker pas de le fun. Je vais quand même avoir mon agenda qui est rempli, mais il va être rempli d'éléments qui me font plaisir, que j'aime faire. Puis à un moment donné, j'ai commencé à me prendre mes dimanches. Puis à prendre mes samedis. Ce que je me suis rendu compte, c'est que plus j'avais un équilibre dans ma semaine entre avoir du plaisir, recharger les batteries, puis ma semaine de travail qui était chargée, je faisais le même nombre de rendez-vous, mais c'était plus condensé. Je tombais plus efficace. Puis nécessairement, cette année-là que je l'ai fait, j'ai doublé mon revenu. Fait que là, ce que je me suis rendu compte, ça faisait 3 ans que je perdais mon temps à être désorganisé, mal structuré, pas efficient. Puis finalement, ça me faisait perdre la moitié moins d'argent. C'était une bonne réalisation. Toi, est-ce que c'est quelque chose que tu es en train de vivre? Là, tu es dans tes premières années quand même comme conseiller autonome. Tu es dans quelle phase en ce moment? Est-ce que tu es encore en train de comme trouver comment tu vas organiser ton horaire de travail au complet? Ou ça c'est fait? Là, tu es vraiment en train de scaler ta business tranquillement. Honnêtement, je commence à voir la lumière au bout du tunnel. Ouais. Mais tu sais, moi, quand j'ai commencé, j'avais zéro client. Par contre, j'avais beaucoup d'activités, j'avais des conférences, tu sais, fait que mon temps était chargé autrement. Puis, un petit peu comme toi, j'avais quand même moins de limitations dans mon horaire. Tu sais, j'en prenais, je travaillais, tu sais. Par contre, assez tôt, là, même avant que mon agenda soit vraiment plein, je me suis toujours imposé certaines limites qui étaient Mhm. quand mes enfants sont à la maison, je ne travaille pas. Fait que les pédagogues, je les prends off. Pédagogues, les vacances de Noël, semaine de relâche, c'est difficile. C'est l'exception parce que semaine de relâche, souvent, ça chevauche la fin de la période de REER. On va être réaliste, là. Je vais pas faire semblant que je travaillerai pas les 3 dernières journées de la période de REER, tu sais. Mais la semaine de relâche, c'est l'exception. Mais ce que je vise toujours et à long terme, je veux amplifier ça, c'est que quand mes enfants sont à la maison, je ne travaille pas. Donc, ça, les pédagogues, je l'ai commencé tout de suite, mais l'été aussi. Fait que moi, l'été, je prends 5 semaines de vacances. À partir de la dernière de juillet, à peu près. Ça fait 2 années que je fais ça. Le mois d'août, je le travaille pas. Je prends une semaine après la fin des classes. Puis après ça, le mois d'août, je travaille pas. Et ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de rallonger cette période-là. Ultimement, je veux que quand mes enfants soient à la maison, je sois à la maison. Pendant qu'ils sont jeunes puis qu'ils veulent encore me voir. Tu sais. Euh, donc, l'objectif ultime, c'est ça. C'est sûr que la première été, j'ai pris 2 semaines, puis des petites journées par semaine. La deuxième été, j'ai pris 4 semaines. L'été passé, j'ai pris comme un 5 semaines et demie plus la première.
ça commence à ressembler à quelque chose qui me Ouais, ressemble. Puis déjà là, pour moi, ça me permet d'aller chercher l'équilibre qui est plus important, qui est de pas manquer de temps avec mes gars. Donc ça, ce volet-là, il est quand même bien casé. Puis sinon, honnêtement, le défi que j'ai dans le côté social, si on veut, c'est que, puis je sais pas si tu vis la même chose, mais je réalise que depuis que j'ai fait ce switch-là vers me lancer en affaires, c'est pas tout le monde qui comprend cette réalité-là. exact. Les affinités avec les gens changent un petit peu, puis c'est pas parce que les amis d'avant, les aiment plus. C'est pas ça, c'est qu'on vit des différentes réalités. On vit des différentes réalités, donc je réalise que le côté social, ce que moi j'aime le plus, c'est d'aller dans des événements où est-ce que je rencontre des conseillers, des conseillères, c'est d'aller dans des trucs où est-ce que je vais avoir des gens qui font un peu le même job que moi parce que, de un, oui, j'aime parler de ma job parce que je l'aime, mais là, c'est des gens qui ont les mêmes affinités, qui ont les mêmes défis, qui ont les mêmes défis de gestion d'horaire, de comment tu gères ci, puis ça, puis la comptabilité, là, puis j'ai une affaire avec tel partenaire, puis mais je trouve que c'est là que moi, je me détends le mieux, c'est de parler avec des gens qui me comprennent parce que j'ai pas besoin de commencer une conversation en disant oh oui, mais moi, il faut que je travaille, même, tu sais, comme des fois, il faut que je fasse avec même la famille, avec, tu sais, c'est pas tout le monde qui comprend l'ampleur de la place que ça prend dans notre tête d'avoir une entreprise, puis c'est pas tout le monde qui comprend non plus que on ne travaille pas parce qu'on est obligé de travailler. Ouais, Tu sais, je travaille parce que je veux, parce que je le fais pour moi. Tu sais, si je le fais pas aujourd'hui, je vais être dans la merde dans 3 jours. Fait que c'est pour ça que je le fais. Tu sais, c'est pas comme, ah, ben, tu pourrais prendre congé. Je pourrais prendre congé aujourd'hui. C'est quand même moi qui va payer pour dans une couple de jours. Fait que j'ai c'est ça. choisi de travailler aujourd'hui parce que je veux pas être, tu sais, je veux pas me mettre en retard. Tu sais, donc, je trouve que c'est ce volet-là qui fait en sorte que peut-être qu'on a tendance à peut-être être plus centré sur la carrière, mais aussi centré sur le cercle des gens qui nous entourent. Mais en tout cas, à ce stade-ci de ma vie, pour moi, c'est ce qui m'apporte c'est ce qui m'apporte le plus. Tu sais, comme j'aime bien mieux passer une soirée à prendre un verre avec des gens qui font un travail comme, tu sais, on dit toujours collègues, souvent des collègues, hein, on est tous Ouais. indépendants, mais je veux dire, tu sais, d'autres Des conseillers, des confrères de conseillères, des gens, travail, des confrères ça de devient travail, tu sais, des partenaires parce que des fois, tu peux faire un dossier commun avec eux. c'est Il vrai. y a tellement de collaboration dans l'industrie, c'est ça qui est le fun, mais je partage tellement ta réalité là, tu sais, au niveau du réseau autour de nous. Moi, j'ai déjà eu des gens qui m'ont dit, ben, demande à ton boss d'avoir un congé. Je fais comme, c'est moi le boss, je fais ce que je veux, mais c'est sûr que quand Ouais. tu leur expliques ta réalité, ben c'est pas quelque chose dans lequel sont confrontés. Fait que, tu sais, on dirait que moi, dans ma vie, ce qui est arrivé comme assez rapidement, c'est sûr que j'ai toujours été entrepreneur. Tu sais. Moi, mon père, à 12 ans, il était directeur pour Industrie Alliance. Ça fait quand même été jeune dans l'industrie. Et il me faisait faire du porte-à-porte pour booker des rendez-vous pour lui. Dans les OK. maisons, les quartiers où on habitait. Rapidement, on a été mis là-dedans. Fait que je dirais que naturellement, les gens avec qui j'avais le plus d'affinité, c'était les gens qui avaient un caractère entrepreneurial. Fait que j'ai pas eu beaucoup de filtres à faire dans mes amitiés, dans les gens autour de moi, tu sais, quand cégep, université. Mais quand même, j'ai eu à le faire. Fait que j'ai eu des personnes dans ma vie qui ont été là pour une saison, d'autres une année. Puis après ça, ben, j'en ai que j'ai gardé des relations à long terme. Mais c'est sûr qu'il y a un écrémage, un filtre naturel qui se Un fait. fit Puis naturel. c'est pas que je les aime pas. C'est que, comme tu l'écris bien, on a un peu moins d'affinité naturelle. Fait qu'il faut que les deux parties on fasse un effort pour comprendre la réalité de l'autre. Puis des vraies amitiés qui restent longtemps, puis dans lesquelles tu as le goût de replonger constamment. Tout ça avec qui c'est naturel, ça, il y a des ébullitions, il y a de la passion là-dedans, puis ça suit. Fait que je dirais qu'aujourd'hui, je suis à une étape, là, ça fait peut-être 2, 3 ans, ou pas mal tout mon réseau autour de moi, c'est pas mal des entrepreneurs ou des gens autonomes qui comprennent cette réalité-là. Fait qu'on tombe rapidement dans puis comment ça se passe la business? T'as-tu un gros automne? T'as-tu été pas mal occupé? J'ai vu que t'étais allé à Toronto. T'as-tu pour aller faire de la business? Ouais. Et non, comme je vu que t'es allé à Toronto, est-ce que tu as eu le temps de visiter la tour du CN? Tu sais, ils comprennent quand Oui, même la c'est ça. réalité que est différente. C'est ça, mais ça fait des conversations qui sont plus fluides, tu sais. Puis moi, c'est juste que je vois ça comme une évolution naturelle de la vie. Tu sais, notre cercle, Vraiment. il change, puis ça enlève absolument rien aux gens qui étaient plus proches de nous avant. Tu sais, c'est des gens qu'on va recroiser, qu'on va être super content de voir. C'est juste que naturellement, dans la réalité, ben, un petit peu comme, je compare ça un petit peu à tu sais, quand on a des enfants, puis on a des amis qui n'ont pas d'enfants, puis des fois, t'es comme, OK, ben là, je vais débarquer, moi, j'arrive avec mon bébé, ma sacoche, mais tu sais, comme, tu sais, des fois, ça fait que les activités concordent plus, ou ben, tu sais, les amis, ah, ben, on va sortir prendre un verre un samedi, on va sortir de chez nous à 10h PM. Oui, il n'y a aucune chance que je sorte de chez nous à 10h PM, là.
Tu sais, si tu C'est m'as ça. pas sorti à 6h30, je ne sors plus. Tu sais, donc, Exact. un petit peu comme, c'est un peu la même chose quand tu vis pas la même réalité, quand t'es pas sur les mêmes horaires. Naturellement, ça fait que peut-être que tu te vois un peu moins pendant une certaine période de vie, puis après ça, tu te retrouves. Puis, tu sais, donc, j'ai comme Ouais. l'impression qu'il y a certains liens, peut-être sociaux, qui vont revenir éventuellement ou pas, mais c'est pas quelque chose qui me manque parce que on dirait que surtout dans le volet social, je cherche la facilité. Je cherche ce qui est le Mhm. fun. Tu sais, juste ce qui est le fun, puis simple, qu'on peut jaser. Puis, tu sais, on dirait qu'à un moment donné, dans la vie, tu t'arrêtes de te confronter à des obstacles, puis te battre contre l'obstacle Ouais. constamment pour que ça fonctionne. Puis, à un moment donné, que j'ai pas tant de temps à donner. Je vais le donner là où est-ce que c'est plaisant. Tu sais? Ouais. Je serais curieux de t'entendre. C'est une des choses que moi j'ai vécu dans mes 3, 4 premières années de carrière parce que je mettais mal la limite. J'ai créé ce problème-là. Mes clients, c'était mes amis. Tu sais, au début, tu prospectes dans ton réseau, les gens autour de toi. Fait que Mm. rapidement, puis j'étais quelqu'un qui était considéré comme une source d'autorité pour la finance. Je m'ai toujours intéressé. J'étais à l'université, je parlais finance tout le temps. Fait que rapidement, quand je me suis lancé, ben, tout mon réseau est venu devenir mes clients. Ce qui arrivait, c'est qu'à chaque fois qu'on faisait un souper, qu'on se parlait, ça parlait tout le temps de leurs finances, puis de leur REER, de leur contribution, puis leur assurance, puis comment optimiser la fiscalité de leur business. Puis c'était toujours ça les sujets de conversation. Fait que ça faisait que c'est ma conjointe à l'époque, ben, elle était comme Mm. elle était infirmière. Fait qu'elle écoutait ça, puis elle était comme ça parle de finances encore. Puis là, après ça, on allait voir un autre couple d'amis, puis pas encore de finances, ça parle de Ouais. leurs affaires. Fait que ça devenait lourd. Puis on dirait qu'aujourd'hui, maintenant, ce que je fais, c'est que quand j'ai une relation d'amitié avec quelqu'un avec qui je fais de la business, c'est comme parfait, je vais t'aider. Là, maintenant, c'est le fun parce que j'ai des employés, là, fait que mes employés l'aident. Mm. Et quand on est ensemble, on parle de ta business. Tu peux me parler Ben, de qu'est-ce qui va bien dans ta business, mais tu sais, viens pas chercher des conseils. On va essayer de mettre cette ligne-là. Si tu veux qu'on aille sans chercher des conseils parce qu'on a un problème qui s'adresse, voyons-nous 1 heure avant. Après ouais. ça, le reste du couple va venir nous rejoindre, puis on va faire notre moment ensemble. Quand j'ai commencé à mettre cette limite-là, mon Dieu, ça a été plus facile de conjuguer travail, famille, amitié. On dirait que tout était dans des cases bien classées. Est-ce que c'est quelque chose que tu as vécu toi aussi? Oui, un petit peu. Ben, je pense que tu sais, c'est drôle parce qu'on revient souvent à ça, mais il faut qu'on apprenne à mettre des limites dans plein de contextes différents. Tu sais, puis je pense que de prendre le contrôle d'une conversation comme ça quand tu as un ami ou une amie qui est aussi client, ou du moins qui tombe un peu dans la conversation qui est plus juste parler entreprise finance, là, c'est parler de mes finances ou de tes finances. C'est comme d'être capable de faire cette coupure-là dans la conversation. Puis ultimement, c'est pour toi, mais c'est aussi pour l'ami, puis pour, tu sais, ta blonde, puis sa blonde, puis tu sais, mais c'est de mettre la coupure, dire comme, c'est assez important pour que je veuille prendre du temps pour de vrai pour t'en parler. Moi, je suis professionnelle comme ça. On va s'en parler Ouais. comme dit, on va se voir lundi, on va se faire un appel, on va s'en jaser. C'est comme ça que j'ai appris à le positionner, comme c'est trop important pour que je te pitche ça sur le coin d'une table. On va s'asseoir, on va prendre le temps d'en parler. Puis ça fait aussi la coupure pour l'autre personne, fait comme, ouais, c'est vrai dans le fond. Puis ils vont C'est l'apprécier bon aussi ça. que je veux pas me débarrasser de toi un samedi soir pour pas être obligé de te voir cette semaine. On se voit cette semaine, on va s'en parler, tu sais. Mais Hum. tu sais, j'ai pas tant de. Moi, honnêtement, ce que j'ai. Ben, c'est sûr que ma réalité est un petit peu différente. Tu sais, moi, je suis célibataire. C'est dans le sens que je suis pas. J'ai pas besoin de conjuguer pour l'instant la conversation avec le conjoint. Tu sais, honnêtement, quand je vois mes amis de travail, ben, je vais toute seule. Fait que j'ai pas Ah besoin de ouais. conjuguer ça, tu sais. Mais, tu sais, dans le passé, ce que je faisais dans la vie, c'était comme un peu ambigu. Tu sais, de dire je travaille en finance, je fais des placements, je fais des assurances, OK. Mais le contexte de conseiller indépendant, et le cercle et le réseau que ça représente, puis l'aspect partenaire, MGA, courtier, tu sais, comme, je voyais des fois la veine dans le front des gens autour de la table. Ils comprennent pas trop. Ah, mais c'est un partenaire? Ouais, mais parfois, c'est la compagnie pour laquelle je travaille. Non, ça, c'est le MGA, je travaille pas pour eux autres, c'est un partenaire. Puis à un moment Exact. donné, j'ai comme, on va parler d'autre chose. Ah ouais. Puis ultimement, c'est vrai que c'est compliqué. Parce que je vais être Hum. bien transparente. Quand moi j'ai commencé aussi, il a fallu qu'on m'explique une couple de fois. Tu comprends rien. Parce que c'est comme t'as une commission là, un partenaire là, mais il faut que tu passes par lui, mais c'est pas, tu sais, c'est pas lui qui te paye, c'est juste que c'est l'intermédiaire. Ah, puis là, ce partenaire-là, puis ça, il faut que tu te parles, puis ça, c'est 2 cartes d'affaires, puis ça, c'est. Tu sais, c'est beaucoup, c'est complexe parce que on est un morceau d'un puzzle. C'est juste qu'on gère notre morceau, puis on gère notre puzzle. Mais ultimement, on est un morceau de ça. Notre offre de service ne se limite vraiment pas à nous en tant que personne. Il englobe Mhm. tout ce qui nous entoure, puis tous les liens d'affaires qu'on a. Fait que ces différents partenaires-là à des différents niveaux, tu sais.
Donc, d'expliquer ça à quelqu'un qui, en plus, est moins familier avec le domaine financier, je veux dire, je leur en veux pas de pas comprendre, c'est juste que, écoute, Exact. c'est pas grave. Tu sais, ça vient un peu comme, pas grave, bon, toi, comment ça va? Tu sais, fait que Ah, puis tu honnêtement, sais, j'ai autant. chaque ligne d'affaires est complexe. Il y en a tellement d'autres que ça devient compliqué rapidement. Puis écoute, ça m'amène on parle de, bon, prospection dans ton réseau, mais toi, tu as une technique qui est assez, ben, c'est pas unique. Je veux dire, il y a quelques personnes qui utilisent cette technique-là, de faire des conférences, des webinaires, de trouver un moyen d'attirer certains groupes, de parler d'un sujet financier pour donner une forme de coaching, genre de formation. Ça t'aide dans le fond à trouver des clients. Comment t'en es venu à faire ça? Qu'est-ce qui t'a amené à débuter cette tactique-là de développement des affaires? Je pense que c'est quelque chose justement qui suscite la curiosité de plusieurs. C'est dans les sujets qui reviennent souvent quand on parle, tu sais, des collègues justement. Là, tu sais, Ouais. Tu sais, comme je disais, quand moi j'ai commencé, premièrement, j'avais aucun client. Tu sais, donc vraiment, tu t'assois dans ta chaise, c'est ben, j'ai beau avoir la Ben oui. meilleure offre de service au monde, à qui je vais la donner? De un. De deux, contexte pandémique. Il n'y a pas de party de Noël, il n'y a pas de sortie au restaurant, il y a rien chez nous, dans mon salon, puis je vais offrir des services financiers. Puis en rétrospect, je vais être bien franche, des fois j'y pense, puis je me dis à quoi j'ai pensé de me lancer dans ce contexte-là. Tu sais, genre, je peux même pas dire je vais aller souper avec des amis puis leur dire ce que je fais. Je ne sais pas pourquoi. On dirait que j'avais pas pensé à ce volet-là ou je sais pas. Je me dis que ça allait fonctionner puis on y va. Puis l'idée m'est Mais venue de c'est le faire meilleur des contexte, conférences. t'avais rien à perdre. Tu sais, ton conjoint de l'époque avait perdu sa job, il avait plus de revenus dans la famille, il fallait trouver une façon de trouver une solution. T'avais techniquement rien à perdre à ce moment-là. Souvent, les Ben, gens, j'avais on rien à attend perdre. que... Ouais, ben j'avais rien à perdre, oui puis non, parce que j'avais besoin d'un revenu. Tu sais, dans le sens il fallait que l'argent rentre, on n'avait plus de revenus. Fait qu'en même temps, Exact, tu mais sais, c'est le honnêtement, meilleur contexte. C'est le meilleur contexte pour réussir parce que t'as pas le choix de réussir. t'as pas le choix. Puis le contexte d'avoir l'aide pour les enfants, tu sais, je dis, OK, ben là, je te laisse ça là, pendant une couple de mois, là. Je m'en Ouais, vais all-in sur ce projet-là, tu sais. Donc, c'est sûr que le contexte était parfait. Puis c'est avoir cette espèce de drive-là. Tu sais, j'ai toujours été quelqu'un qui avait beaucoup de drive, mais là, j'avais comme la motivation amplifiée, si on veut. Mais l'idée absolument. des conférences m'est venue assez naturellement. Puis je ne peux pas dire, j'aimerais beaucoup trouver la source de l'idée, là, mais j'ai dû voir ça passer, là, je sais pas. Puis, en fait, moi, ce qui m'avait allumé, moi, j'étais quand j'étais, dans le fond, mère à la maison, j'allais dans des genres de rassemblements de mères à la maison, puis d'enfants. Tu sais, fait qu'il y avait des différents organismes, dans le fond, auxquels j'allais, puis où est-ce qu'ils donnaient des fois, c'était des conférences en personne, avant, puis qu'il y avait des genres de à garderie. Fait qu'on allait là, les mamans, on prenait un café, les enfants, ils jouaient ensemble. Puis, tu sais, c'est un peu mon social, puis tu sais, je m'étais fait tu sais, des connaissances, des amis là-bas. Puis bref, j'ai eu l'idée de, tu sais, déjà, quand on parlait un peu, puis qu'on tournait moins vraiment en finance, tu sais, j'ai réalisé que les familles ne réalisaient pas nécessairement. Tu sais, il y avait beaucoup de questionnements autour de, tu sais, bon là, est-ce que je mets-tu dans mon REER, je mets dans mon REE, je mets dans mon CELI? Tu sais, il y a beaucoup une question d'attribution de ressources. Tu sais, quand tu es dans un contexte où on a l'hypothèque, les enfants sont jeunes, on sort de 2 congés de maternité, j'ai pas beaucoup de liquidité, mais j'en ai un peu. Où est-ce que je la mets? Où est-ce que je la mets? Puis là, ben là, j'ai mon assurance sur mon hypothèque, puis là, j'ai mon assurance collective, je comprends rien là-dedans. Tu sais, c'était ça, puis j'étais comme, OK, mais les gens ne comprennent pas ce qui se passe dans leur portefeuille puis ce qui se passe dans leurs finances. Puis, même quand j'étais à la banque, j'avais fait cette réalisation-là que les gens, on ne comprend pas parce que d'un, on n'a pas d'éducation financière d'intégrer dans le réseau scolaire qui est, tant qu'à moi, ridicule. Il devrait avoir des cours en finance. Il y a certaines institutions qui commencent à le faire, mais tu sais, au secondaire, il devrait avoir des cours sur le budget, les placements, la gestion du crédit. Tu sais, fait que ça, c'était un élément qui me restait, le côté éducation. Puis, au stade de vie où est-ce que j'étais rendue, j'ai aussi réalisé que des gens de mon entourage ou avec une vie similaire à la mienne avaient le même enjeu de manque de compréhension, mais dans un contexte parce que là, c'est vraiment important, là. Tu sais, j'ai peu de ressources, puis je suis à l'étape de ma vie où est-ce qu'il faut que je bâtisse ma structure financière puis ma valeur nette, parce que c'est là que ça se passe, tu sais. Ouais. Donc, de là est venue l'idée de monter ma première conférence. J'ai fait une conférence sur, j'ai fait une conférence sur les piliers des finances familiales. Donc, j'ai abordé tout, des allocations familiales, fédérales, provinciales, les crédits d'impôt pour les frais de garde. Tu sais, juste expliquer comment ça fonctionne. L'avantage du régime par études, les différents types de crédits. Tu sais, crédit rotatif ou crédit fixe, c'est la différence entre c'est un peu comment contrôler son coût d'emprunt. Qu'est-ce qui coûte le plus cher? Quelle dette que tu rembourses en premier? C'est encore une fois dans un contexte où c'était plus entre ton hypothèque, puis ton prêt auto, puis ta marge étudiante. Tu sais, comme ça, dans un contexte, c'est des gens qui ont ça encore,
ces éléments-là dans leur structure. Donc, c'est de comprendre le système pour prendre les meilleures décisions après. Tu sais. Donc, j'ai abordé toutes ces Exact. choses-là. J'ai monté une conférence, puis là, j'ai abordé une des associations avec qui j'avais, tu sais, où est-ce que j'allais avant. Je dis, tu sais, j'aimerais ça faire cette conférence-là. On pourrait la faire virtuelle. Eux autres avaient commencé à faire la transition vers des conférences virtuelles à cause de la pandémie. Donc, j'ai offert une conférence, ça a été ma première. J'ai présenté la conférence, il y avait 4 personnes présentes. La conférence a duré 2 heures et quart. Les mamans s'endormaient. Je voyais à l'écran, tu sais, Ouais. c'est des mamans avec des bébés. J'ai commencé une conférence à 8 heures, il était 10 heures et quart, j'avais pas fini. Avec un sujet super léger, là. Super léger, avec un sujet super léger. Puis, tu sais, puis j'en parle parce que, tu sais, il faut que tu le fasses. Tu sais, il faut que tu le On fasses pour que commence ça ça se de rende. quelque Mon Dieu, part, ça a là. pas. Tu sais, comme il faut commencer à quelque part. Tu sais, c'est pas vrai que j'ai commencé ma première conférence, puis j'avais 200 personnes présentes, là, tu sais. Donc, je l'ai commencé comme ça, mais de là est sortie ma première cliente. Une première personne. Puis après ça, j'ai refait la même conférence dans un autre organisme. Il y avait 12 personnes présentes, à peu près, 10-12. Puis j'ai cherché 3 clients. Et j'ai continué à faire des conférences parce que ce que j'ai fait, c'est que de un, évidemment, j'ai amélioré mes conférences, on va se le dire. J'ai Ah oui. réalisé que dans ma conférence, là, des piliers des finances familiales, là, j'avais comme 8 conférences là-dedans. C'est trop de Mhm. stock. Tu sais, puis j'ai aussi réalisé que, OK, il y a vraiment un besoin sur l'ensemble de cette structure-là. Puis c'est ce qui a formé ultimement ma façon de travailler maintenant. Moi, mon approche, ce qui fait que les clients viennent travailler avec mon choix financier, c'est on a l'approche globale. On te prend en charge, puis tous les éléments des piliers des finances familiales, on va tous les traiter avec toi. On va t'aider à gérer ta dette, on va t'aider à structurer ton hypothèque, on va t'aider avec ta structure de protection d'assurance, on va t'aider avec ta structure fiscale, ta structure d'investissement. C'est l'ensemble. Tu sais, donc, en faisant ces conférences-là, moi, ça m'a permis de voir, OK, ben, c'est ça l'approche que je veux. Puis j'ai commencé à appliquer ça dans mes conversations avec mes rencontres clients. Puis, tu sais, à chaque conférence, j'avais un petit peu plus de gens présents, puis un peu plus de rendez-vous qui en découlaient, tu sais. Mais moi, ultimement, quand j'ai commencé à faire ces conférences-là, mon objectif premier, mon seul objectif, c'était d'aller chercher des contacts, des courriels, Ouais. des courriels et des numéros de téléphone. Parce que quand les gens s'inscrivent, il faut qu'ils me laissent leurs coordonnées. Tu sais, moi, je vais te donner de Mhm. l'information, il n'y a pas de problème, je vais partager mes connaissances. En échange, je vais être capable de te contacter, par exemple. Je te demande pas de me Ouais. payer, mais je te demande de me laisser tes contacts. Puis, tu sais, les gens sont à l'aise avec ça. Dans un contexte, parce qu'évidemment, on a l'approbation, on leur demande leur consentement, évidemment. Mais tout ça pour dire que moi, je me disais, si je finis la conférence et j'ai 10 courriels, c'est ça que je voulais. Je pensais même pas au rendez-vous. Ben oui. Je pensais pas à... Mais j'ai réalisé qu'en bout de ligne, tous les courriels que j'ai accumulés, cette liste d'envois-là, j'ai jamais eu le temps de la solliciter. Parce que Mhm. les rendez-vous C'est qui souvent ça qui arrive. découlaient ont rempli mon temps. Puis à ce jour, je continue de les faire. Je continue à bâtir ma liste d'envois. Mais ça, c'est ma liste de prospects qui grandit. Puis ça, c'est juste parce que quand on s'inscrit à une conférence, on a les contacts, même si on n'a pas participé à la conférence, tu sais. Donc, tout ça pour dire Ouais. que mon objectif premier, c'était de créer une liste de contacts pour que je puisse les solliciter. Mais j'ai réalisé que la sollicitation en tant que telle, c'était la conférence qu'ils donnaient, puis que une fois que les gens t'appellent, ben ils te connaissent déjà, ils t'ont déjà entendu. Le lien de confiance est déjà bâti un petit peu parce que t'es pas un inconnu qui les sollicite par téléphone. Ils t'ont entendu parler, Mhm. ils t'ont entendu, ils voient la personne que t'es, ils voient que t'es une personne, t'es une humaine comme eux, qui a des enfants, qui a une vie, puis qui est là pour t'aider, tu sais. Donc, l'aspect des conférences, ça permet aussi de montrer ta personnalité, puis de bâtir ce lien de confiance-là qui, autrement, peut prendre quelques rencontres avec un nouveau prospect, tu sais. Ça accélère la relation, en fait, avec plusieurs personnes en même temps. Tu établis ta crédibilité de la bonne façon. Tu sais, tu te positionnes comme un expert dans ton domaine. En plus, pour ce type de client-là, tu as une expertise qui est propre, tu as une histoire qui est clairement dans laquelle ils peuvent faire beaucoup de liens qui relate à cette histoire-là. Fait que quand Mhm. tu fais ta conférence, ben, tu skippes, écoute, l'équivalent de 3 rendez-vous clients en termes de crédibilité. Fait que comme ça, quand tu fais un appel avec eux, ben, chaque situation est unique, Mhm. mais il y a quand même des similarités. Fait que tu sais, ça reste quand même que c'est un process qui est accéléré, puis ça devient un peu une petite machine à saucisse, t'es efficace, t'es efficace, t'es efficace. Puis avec ces conférences-là, ben là, tu les peaufines, t'as des sujets un peu plus précis, tu sais pourquoi tu vas faire ces relances-là avec les Mhm. clients, c'est ça qui est bien intéressant. Oui, tu sais, puis j'en profite pour faire des sujets différents, puis j'invite des partenaires, des différents partenaires, pour me parler Ouais. de, tu sais, ce qui se passe. Tu sais, j'en avais fait quelques-unes sur, justement, en contexte pandémique, parce que, tu sais, il y avait l'espèce d'explosion sur le marché immobilier. Tu sais, j'avais fait une conférence Mhm. avec un courtier immobilier, puis avec un spécialiste hypothécaire. Qu'est-ce qui se passe sur le marché? Vous voulez vendre, vous voulez acheter, qu'est-ce qui se passe? De l'œil du courtier. Puis au niveau des taux hypothécaires, qu'est-ce qui se passe?
Tu sais, donc, on a fait ça, j'en ai fait pour travail autonome, j'en ai fait, tu sais, j'ai fait vraiment des sujets particuliers, puis à chaque fois, j'en profite pour inviter un partenaire spécialiste là-dedans. Ça me permet de compléter la compétence. Tu sais, donc, moi, je vais me faire parler, mais je complète avec vraiment d'autres experts. Puis ça me permet aussi de démontrer mon cercle. Démontrer que quand on travaille ensemble, tu travailles pas juste avec moi. Tu travailles aussi avec des personnes comme celle-ci auxquelles j'ai tellement accès qu'ils viennent faire des conférences pour moi. C'est ça qu'on démontre. Comme tu dis, bâtir la crédibilité, ça démontre aussi l'accès à l'information. C'est pas juste j'ai accès aux assureurs. Les assureurs viennent parler pour moi. Puis, ultimement, dans ces conférences-là, souvent, il va y avoir des gens qui vont assister plusieurs fois avant de peut-être booker un rendez-vous parce qu'ils n'ont pas nécessairement un besoin ponctuel, mais quand ils vont en avoir un, ils vont penser à moi. Puis même, j'ai des clients existants qui n'en manquent pas une. Puis c'est correct parce que ça me permet aussi d'entretenir ma relation avec mes clients existants parce qu'encore une fois, je fais une conférence. Si j'ai plusieurs, si je parle une fois le temps d'un rendez-vous, puis que j'ai plusieurs personnes qui m'écoutent, ben ça me permet d'entretenir cette relation-là. Puis des fois, ça me permet aussi de semer des graines. Tu sais, dans la tête tu sais, puis c'est pas un arnaque, c'est que je te donne des idées, je te parle de différentes choses que tu sais pas qui existent, puis que dans un contexte de rencontre client, je ne peux pas te parler de tout ce qui existe en finance parce qu'on passerait notre vie ensemble, tu sais. Donc, de participer à ces conférences-là, des fois, ça donne des idées à quelque chose. Ah, ben ça, j'avais pas pensé, mais c'est une ça, là, je t'avais pas dit, mais moi, ma mère, ça, ou j'ai un héritage qui va venir, ça serait-tu pertinent de mettre ça en place? On sème des graines dans leur tête qui font en sorte que quand on se reparle, ils ont appris quelque chose dans ma conférence qui leur donne une base de compréhension là où est-ce que je peux les amener dans leurs finances. Puis quand on comprend, on a plus confiance. Fait que des concepts qui sont plus complexes, quand on entend parler, tu as fait une genre de formation, conférence d'une demi-heure, 45 minutes. Là, quand je t'en parle, puis j'en parle par rapport à ta situation à toi, c'est plus concret. Donc, c'est vraiment une belle façon de maintenir un lien avec mes clients aussi. Autant aller chercher des nouveaux clients, des prospects, mais d'entretenir la relation avec mes clients existants, tout ce qui est réseaux sociaux, conférences, ça me permet de rester présente. Je t'écoute parler des conférences, puis moi, mon histoire par rapport aux conférences, j'avais débuté à un moment donné, après 6 mois dans le domaine. Je prends mon premier creux de vague. Puis là, ça allait bien avant, je roulais comme à 10 rencontres clients par semaine. Et j'avais comme arrêté de faire les bonnes habitudes, de prendre des références, de faire des soirées d'appel. J'ai arrêté de faire ça parce que j'avais tout compris après 3 4 mois. Là. Tu sais, je faisais partie des classiques jeunes arrogants. Fait que là, après ça, après 6 mois, je vois mon agenda qui est vide. Puis là, je me dis, bah là, comment je trouve ça des clients? Fait que là, moi, j'appelle mon père, tu sais, directeur, je suis sur Alliance pendant 35 ans. Il doit avoir une couple de petits conseils à me donner pour trouver des clients. Puis il m'a dit, ben, écoute, en fait, tes devoirs. Fait qu'il dit, je vais te donner un livre. Allez. Puis là-dedans, tu vas trouver tous les clients qui existent. Ça s'appelle un bottin téléphonique. À fun, puis raccroche à la ligne. Là, je fais comme, bon, OK, ça me tente pas en tout. Fait que là, moi, je m'en vais sur Internet à la place parce que je suis une nouvelle génération. Puis là, mais l'idée du livre reste. Fait que là, à un moment donné, je trouve, il me faut un lead magnet, une façon d'attirer des clients pour me connaître, être un peu plus crédible. C'est un peu plus long, mais la monnaie d'échange, au lieu de donner mon livre, je vais le donner en échange de coordonnées, un peu comme toi. Je te le donne mon livre, je l'écris, puis t'as pas besoin de le payer, mais j'ai besoin d'avoir cette monnaie d'échange-là. Puis tu me donnes ton consentement que je vais te contacter pour faire un suivi sur ta lecture, tes apprentissages. Fait que pendant le temps des fêtes, j'ai écrit un livre qui s'appelle Comment investir dans un REER là, on était en 2015, je me rappelle plus trop. Fait que je fais ce livre-là, puis je le mets en ligne, je mets un peu de budget sur Facebook, puis on va voir ce qui se passe. Écoute, au-dessus de 20 000 téléchargements sur 2 3 ans. Écoute, des contacts, j'en ai. Puis c'était dans le temps que la publicité coûtait pas si cher que ça. Là, aujourd'hui, c'est une autre game, là, c'est pas plus cher. Fait que là, j'ai tous ces contacts-là, puis là, je me dis, ben, écoute, moi, je peux pas faire ça one-on-one, les clients, je n'arriverai jamais. Mhm. Fait que là, je commence à donner mes premières conférences, mais un peu comme toi, tu sais, au début, première conférence, c'est sur la planification financière intégrée. Là. Fait que là, on va traiter des 7 champs, puis je vais expliquer au monde, écoute, ça a duré ça, là, 2 heures, 11 heures. C'est épouvantable comment c'était long. Écoute, je me dis, dans cette liste-là, ma première conférence, il y avait 100 personnes. C'est bon, ok, c'est sérieux, là, faut que j'arrive préparé, pis tout ça. Fait que là, je fais ma conférence, mais là, ça me bat plus de 20 rendez-vous. Écoute, 20 rendez-vous, premier rendez-vous, fait que là, j'en ai pour 3 semaines à rencontrer tous ces clients-là. Fait que là, après ça, j'en book une deuxième, puis là, 200 personnes. Fait que là, je me dis, là, je peux pas avoir 40 rendez-vous. Je suis tout seul, là, je vais jamais y arriver, là. Puis tu sais, les clients, ils veulent pas te rencontrer dans 3 semaines. Mais non, il est chaud là. Ben ouais. Puis je dis, bon, mais comment que je peux mettre une barrière à l'entrée qui fait que ça confirme leur intérêt à faire affaire avec moi. Puis je me dis, ben, je vais faire une planification financière à rabais sur un sujet de planification financière pour eux, puis je la vends à 200 pièces. Dans la conférence, j'ai un pop-up qui apparaît, puis là, je l'explique, je suis comme,
pouvez prendre rendez-vous avec moi, je vais passer 1 heure avec vous, je vais faire une petite planification financière avec vous sur un sujet un sujet qui vous touche, là. Donc, là, ce sujet de conférence-là, c'était propriétaire ou locataire. Fait que moi, c'était beaucoup avec des jeunes clients qui étaient dans la même réalité que moi. Ça coûte 200 $, tu payes aujourd'hui, ce soir, avec ta carte de crédit, si tu veux réserver ton rendez-vous dans les 2 prochaines semaines. Je l'ai vendu pour 2-3 000, cette soirée-là, de rendez-vous. Puis là, j'étais comme bon. Là, j'ai quand même pas mal de rendez-vous, mais là, j'ai des gens qui ont déjà payé un 200 Ben ouais, pièces. Ces gens-là, c'est pour vrai. ben ouais. Je les ai tous closés. Fait que là, je me dis, bon, ben parfait, je vais refaire ça. Là, je me suis monté ma clientèle rapidement. Écoute, après 3 ans et demi de prospection, j'étais autour de 800 clients. Ça avait vraiment, vraiment bien été, mais les conférences, ça a fait toute la différence. Puis moi, ce que j'ai aimé dans ton approche à toi, moi, j'avais beaucoup toujours aimé le marketing. Fait que mon premier réflexe, c'était, je vais payer pour du marketing. Mais toi, de dire, bon, ben, je vais aller voir les réseaux que je fréquentais avant, les ressources qui m'ont beaucoup aidé quand j'étais dans la situation d'être une mère au foyer, quand j'étais avec des jeunes enfants, je vais aller voir ces personnes-là pour leur proposer mes conférences. Je pense que c'est encore meilleur qu'à faire du marketing, ça. Parce que là, tu rentres avec des réseaux qu'eux, ils ont une certaine crédibilité déjà, ils sont déjà en train de les aider. Elle, on la connaît, elle fait une méchante belle job quand elle donne des conférences. Puis là, ben, tu peux commencer à donner tes conférences, tu peux avoir des clients beaucoup plus ciblés que, parce que tu sais, du marketing, tu veux pas demander, tu te ramasses avec un peu tout le monde. C'est pas nécessairement les clients que tu veux. Ça a été les erreurs que moi j'ai fait dans mes conférences. Tu sais, les 800 clients, c'était pas tous des A, là, Non, c'est ça. selon mes critères à moi. Il y avait beaucoup de C, il y avait beaucoup de D. Mais au début, tu prends tous les types de clients que tu Ben peux oui, avoir. tu sais, t'as Dans faim au début. certains réseaux, comme tu l'as fait, mais quand, absolument, certains réseaux, comme tu l'as fait, ben, t'as des gens, veulent pas, ben, qui partagent ta réalité, qui partagent tes affinités, qui sont dans les clients que tu veux cibler. Puis là, ben, ça s'applique à n'importe quoi, là. Toi, tu veux des entrepreneurs en construction. Il y en a plein, des Ouais. associations pour les gens en construction. Tu veux des jeunes familles, il y en a plein pour ça. À force d'être là, à force de donner du contenu gratuit, d'apporter de la valeur sans jamais rien demander en retour, autre que des coordonnées pour te donner du service, à un moment donné, ben, tu fais tranquillement ton nom. Puis là, ben, ça s'accumule. Tu donnes-tu des conférences à toutes les semaines, tous les mois? C'est quoi environ ton volume de conférences? En général, non, pas tout. Bon, c'est quand même du temps. C'est pas tant juste la Ouais. conférence, c'est de la préparer, c'est de la publiciser, c'est de gérer tout ça. Fait que non, je dirais que j'en fais un peu moins maintenant, mais je vise à peu près 1 ou 2 mois, à peu près. J'en fais une, j'en market une autre, le temps de remplir mon agenda aussi, parce que, tu sais, si je les faisais trop proche de toute façon, tu sais, puis moi, à chaque, tu sais, à chaque Retour conférence, de rendez-vous. ouais, c'est ça, tu toujours un petit peu plus de monde. Tu sais, moi, normalement, ce que je réalise en termes de taux de closing, si on veut, c'est que, mettons que mes conférences, maintenant, d'habitude, je vais avoir à peu près un 50-75 inscrits. La moitié de ces gens-là vont participer. Tu sais, c'est pas tout le monde qui s'inscrit qui participe. C'est la règle d'or. D'habitude, c'est à Ouais, peu près exact. 50% qui se présentent. Puis sur ce Absolument. 50%-là, d'habitude, on est capable d'aller chercher un 3-4 rendez-vous tout de suite. La fois avec le marketing, c'est que il y a beaucoup de retombées que tu n'es pas capable d'évaluer. Que c'est juste la personne t'a vu, tu sais, bâtir la crédibilité, là. Tu peux pas mettre un chiffre là-dessus. Puis là, Mona t'appelle 3 mois plus tard, puis elle dit, salut Cynthia, j'ai déjà assisté à une conférence il y a 3 mois, j'aurais un besoin Oui, maintenant. oui, mais sais-tu, Félix, plus que ça, si tu fais du bon marketing, la personne va penser à toi et t'appeler et elle ne saura même pas pourquoi elle a pensé à toi. Ça, c'est du bon marketing. Hmm. La personne va t'appeler, Hmm. elle va se sentir, elle va te faire confiance. Elle ne pourra pas dire que ah, c'est parce que j'ai vu tes vidéos sur Facebook, ah, c'est parce que j'ai vu ta story sur Instagram, ah, c'est parce que j'ai assisté à ta conférence. C'est pas une décision consciente. Puis c'est ça la beauté, c'est ça la difficulté à la fois de faire ce type de marketing-là, c'est que l'idée, c'est que tu veux être le plus présent possible, de montrer la personne que tu es, de montrer ça, j'y crois beaucoup, de montrer l'humain derrière le produit ou le service pour que les gens te fassent confiance en tant que personne. Puis à un moment donné, ils vont penser à toi, ils ne comprendront même pas pourquoi. Ils vont juste penser à toi ou ils vont t'appeler, puis tu n'auras pas besoin de les convaincre de te faire confiance. Tu n'auras pas besoin de cette étape-là. Parce que d'emblée, ils te connaissent. J'ai l'impression qu'ils te connaissent. Fait que c'est ça le faire, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup d'intangibilité. Puis, donc, faut pas s'arrêter. Tu sais, quand on se lance dans ces choses-là, exemple, il y a des jeunes conseillers qui disent, ben, je vais faire des conférences. Même si tu as 4 participants, tu en as au moins 20 personnes qui ont vu que tu faisais une conférence, puis maintenant que tu es en finance, puis que maintenant, ben, tu as cette compétence-là. Puis ça, là, tu peux pas le compter. Tu peux pas l'évaluer, mais c'est fait. L'impact, il est donné. Puis même si tu as un client qui découle de cette conférence-là, les 3 autres qui étaient là, ben, ils vont sûrement penser à toi plus tard et ou eux vont parler à des gens. Tu sais, il y a beaucoup, beaucoup de retombées qu'on peut pas évaluer. Donc, je pense que quand on se lance là-dedans, il faut regarder le big picture. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux mettre de l'avant ce que je fais maintenant et je veux éviter à tout prix de faire des cold calls dans le potin téléphonique.
sais, ça peut être ça. Mais c'est parce que tu me racontes ton histoire de bottin, puis ça me fait penser quand j'ai commencé. J'étais encore en stage, puis la personne, dans le fond, qui m'avait recruté avec le MGA avec qui je suis, elle m'avait donné une liste de cold call de comme 10 clients. Tu sais. Elle dit, tiens, on a tu sais, des Mhm. orphelins, tu sais, puis je Mhm. suis vraiment, mais j'ai jamais même vendu une police d'assurance. Tu sais, comme je connais rien en assurance. Moi, je suis une fille de placement parce que ça faisait 10 ans que je faisais du placement, mais tu sais, l'assurance, c'était Ouais. complètement nouveau. Tu me donnes une liste d'appels de gens qui ont des T10, T20, puis je suis même pas sûre de savoir exactement ce que je veux faire avec ça. Ah, Écoute, j'ai fait 2 appels. ouais. Il y a une madame qui m'a envoyé promener, puis l'autre madame qui pleurait au Mhm. téléphone parce qu'elle venait de perdre son père. Tu passes un temps pour m'appeler pour ça. Moi. J'ai raccroché, j'étais comme, oh mon Dieu, j'ai pas appelé les 8 autres. Et Traumatisme. Mhm. ouais, c'était horrible. Puis je me suis dit, plus jamais. je, je ne ferai pas ça. Puis après ça, j'ai monté les conférences. Puis j'ai juste, mon objectif, c'était de me créer, tu sais, cette liste de cold card-là, de me la créer moi-même avec les listes d'envoi des gens qui s'inscrivent aux conférences, mais de gens qui me connaissent un peu, là, tu sais, que c'est, puis que j'ai une excuse pour les appeler autre que pour leur vendre un maudit produit, tu sais. Ouais. Fait que, non, Puis tu non, l'as vu la différence, ben, tu sais, entre appeler cette liste-là puis ta conférence. L'appel est beaucoup plus hum. agréable pour la Parce que, tu sais, conférence. La personne le, a déjà un feeling qu'elle te connaît, là. ben oui, tu sais, il y a déjà un lien. Puis tu sais, un petit peu comme tu disais, moi, ça m'a permis d'aller chercher. Moi, le gros de ma clientèle, là, c'est tout du warm market. Moi, j'ai jamais sollicité mon hot Mhm. market. Jamais, jamais, jamais. Ma famille, il y en a qui sont mes clients, là. Je les ai jamais sollicités parce que je voulais pas les mettre dans une peau. Puis je sais que, tu sais, je pense à les systèmes dans les réseaux captifs. Puis je sais qu'il y a bien des gens qui vont, tu sais, nous écouter, vont faire comme, ben là, c'est comme ça que tu commences ta carrière, faut que tu sollicites tout le monde. Moi, perso, je suis pas de cet avis-là. Je trouve que nos relations personnelles sont plus importantes qu'une carrière. C'est correct qu'il y a Mhm. certaines personnes qu'on va pas nécessairement approcher pour dire, hey, je peux-tu m'occuper de tes finances? Par contre, si tu fais une conférence ou tu fais des publications sur Facebook, sur Instagram, tu es dans un party de famille, puis t'expliques ce que tu fais maintenant, tu es en train de solliciter indirectement sans mettre quelqu'un dans une position où Absolument. est-ce qu'il doit te répondre oui parce qu'il se sent mal à l'aise de te dire non. Donc, pour moi, de mettre ça, de faire ces ateliers-là, puis ces conférences-là, c'est une façon pour moi de, tu sais, say it loud, genre, voici ce que je fais maintenant, regarde, j'ai une compétence, si ça t'intéresse, viens à moi. Puis ce principe-là de viens à Mhm. moi si ça t'intéresse a beaucoup, beaucoup fonctionné, surtout avec le war market. Tu sais, les gens qui sont allés au secondaire ou qu'on a connus justement dans les organismes, on se Mhm. connaît un peu, là, mais pas assez pour qu'il y ait un malaise de me parler de leurs finances. Puis Ouais. ça fait sorte que, tu sais, mon taux de closing sur une conférence, un petit peu comme tu disais, c'est pas énorme, peut-être un 10%, un 5%, 10%, tu sais, mais mon taux de closing quand je suis assis devant un client, 98%. Très bien. C'est très, 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 C'est ça. très rare. Si je m'assois devant un client, d'habitude, la seule raison pour laquelle ça ne fonctionne pas, c'est parce que moi, je décide de pas travailler avec eux. Parce qu'ils sont pas prêts, ils sont pas rendus là, ils sont pas rendus à cette étape-là, je vais les référer à Mhm. quelqu'un d'autre ou à un autre spécialiste. Mais mon taux de closing, une fois que je suis assis devant quelqu'un, il est très, 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 très élevé. Puis je dis ça sans arrogance parce qu'il y a un travail qui s'est fait en arrière-scène, il y a un travail de marketing qui s'est fait. Puis c'est parce que la personne vient s'asseoir devant moi en disant Cynthia, je te suis sur les réseaux sociaux, puis j'aimerais vraiment ça qu'on puisse travailler ensemble. Est-ce que tu me prendrais comme cliente? C'est pas comme moi qui Mhm. arrive, puis hey, salut, laisse-moi te prouver comment je suis bonne, puis comment tu vas me faire confiance, puis gars, je peux t'aider avec tes finances, je vais essayer de te montrer que je suis bonne. La dynamique est complètement inversée, ce qui fait en sorte que on peut tomber tout de suite dans le conseil, puis dans l'aide, puis la discussion plus personnelle, puis sauter un peu l'étape de démontrer sa valeur. On la démontre quand même dans la rencontre, on s'entend, mais tu vois ce que je veux dire? Il y a déjà une première barrière super importante qui est de Il y a des dire, raccourcis. oui, puis Il y a comme un petit raccourci que tu as pris avec la conférence pour tout ça parce exact. que t'es pas obligé d'expliquer qui que t'es et pourquoi tu fais cette carrière-là. Ils ont entendu le dire dans ta présentation au début de la conférence. Ça c'est fait. Après ça, c'est qu'ils tombent rapidement aussi dans le vif du sujet à leur apporter de la valeur Exact. personnalisée à eux. Exact. C'est ça Ça, qu'on, ça change ton closing c'est, en rencontre aussi, là. c'est ça, puis c'est ça l'offre de service qu'on a. C'est ça notre force, c'est que je vais donner un service Ouais. personnalisé, je vais m'occuper de toi, je vais être proactif, je vais prendre en compte ce que toi tu as besoin, pas juste qu'est-ce que ma banque peut te vendre. Tu sais, comme, fait que c'est le fun de pouvoir tomber dans le vif du sujet. Puis comme tu dis, ben, en faisant des conférences comme ça m'a permis d'aller chercher des clients que je veux aller chercher. Fait qu'il y a un filtre naturel qui se fait là aussi. Ce qui fait aussi en sorte que la Mhm. personne qui est assise devant moi, il y a moins de chances parce que je le publicise dans un réseau qui me connaît un peu ou qui me ressemble. J'élimine déjà les clients qui ont ou les prospects, c'est pas des prospects pour moi parce que soit que je suis pas la bonne personne pour eux ou que c'est pas les bons clients pour moi. Tu sais, comme ça élimine beaucoup de ces gens-là. Ouais. Ça fait que même si c'est un peu moins de rendez-vous, c'est des rendez-vous de qualité. L'important, c'est le client que tu vas aller chercher. C'est pas le nombre de clients que tu rencontres dans une semaine.
c'est dans ces clients-là, combien, c'est dans ces Oui, prospects-là, combien vont devenir des clients, tu sais. tu sais, moi, j'aime ça relativiser avec c'est quoi la moyenne de l'industrie, qu'est-ce que les gens ont fait, surtout pour les jeunes conscients en début de carrière. Là. Souvent, moi, je leur disais tout à l'heure, j'ai eu quelques stagiaires là, sous ma charge, je leur disais, regarde jamais la commission et les ventes que tu as fait dans une semaine. Regarde tes activités. Puis une Ouais. activité, là, c'est une conférence, c'est un appel de suivi avec un client, c'est un premier rendez-vous. Si là, tu as une moyenne entre 15 et 20 activités semaine, ça va tellement bien aller. Ouais. Puis, casse-toi pas la tête. Les résultats vont suivre. Mais après ça, quand tu regardes les stats moyennes des conseillers, la dernière fois que j'ai regardé, puis c'était un peu avant la pandémie, le salaire moyen à la fin d'année qui était déclaré, là, c'était 44 000 par année, des conseillers. Mais 44 000, là, c'est pas tant que ça, là. Surtout pour un métier que tu vas travailler plus que 50 heures semaine, les premières années, c'est beaucoup de travail, mais avec des conférences puis une certaine, moi j'appelle ça comme survivre l'épreuve du temps. Ça Mhm. bâtit énormément de crédibilité dans un réseau. Si tu t'arrêtes après ta première conférence parce qu'il y avait juste 4 personnes, tu as déjà perdu d'avance. Fais-en même pas Exact. des conférences. Vas-y en disant, moi, je vais en faire 25 no matter what. Ma première année, j'en fais 25, même Mhm. si c'est une personne pour Ouais. les 25 conférences. Je me suis donné un engagement d'en faire 25, peu importe le résultat. Ouais. Il y a personne qui va s'engager là-dedans qu'à la fin va pas avoir plus que 4 personnes. Tu vas Absolument. pas avoir eu de trouver des clients de ça. Puis tu vas avoir comblé peut-être tu sais, 2 transactions semaine, tu vas faire pas mal plus que 44 000 Ouais. à la fin de l'année en termes de revenus. Puis booker 25 conférences dans une année, au début, ça va l'air gros parce que booker ta première, on dirait que c'est impossible parce que tu as encore les Ouais. twists, tu sais pas comment te positionner encore, puis tu pas encore les systèmes, tu connais même pas le logiciel, Mhm. ton envoi pour les rappels de conférences, il est pas optimisé. Fait C'est que là, tu ça. as un taux de participation de Tout est 25% plus long au parce que début, là, là. tu es en train d'apprendre, exact, mais commit à 25. Puis les résultats vont suivre. Puis tu sais, petite anecdote, des années plus tard, après mon fameux livre puis mes conférences, moi je suis fondateur, président de MA, puis là, on a besoin de se trouver un avocat en droit des affaires. Puis l'avocat en droit des affaires, que c'est une référence dans mon réseau. Fait que là, je le rencontre, on va dîner ensemble. Puis il dit, puis là, je le sens, il est vraiment à l'aise avec moi, mais comme trop à l'aise. Je suis comme, c'est vraiment quelqu'un de social. Tu sais, c'est un peu mon premier constat. Fait que là, j'accuse un peu cet élément-là. Je dis, écoute, c'est soit que tu es la meilleure personne que j'ai jamais vue en développement des affaires parce que tu es tellement à l'aise qu'on dirait que tu as fait ta recherche sur moi, tu me connais. Tu sais, oui, c'est un bon ami qui m'a référé, mais en même temps, genre, félicitations pour ton travail, Ouais. c'est charmant, ça marche au bout. Puis il me sort de quoi de sa mallette, c'est mon livre imprimé. Puis il me Mhm. dit, ça fait des années que je te suis, puis j'écoute tes conférences. Fait qu'il dit, effectivement, je te connais déjà un peu. Ouais. Fait que j'ai trouvé ça drôle quand je me suis préféré à toi. Je me suis dit, impossible. Fait que moi et mes collègues au bureau, on s'est mis à rire de la situation. De, hey, tu sais, le gars qu'on écoutait les conférences il y a une couple d'années, hey, finalement, ça se peut que ça se devienne un de nos clients au bureau. Ben, tu sais jamais Oui. aussi que ça peut t'amener. Oui. Tout ça, ça va te donner, il y a un effet un peu comme l'intérêt composé Ouais. là, en placement. Il y a un compounding effect qui va se passer quand tu fais des conférences, quand tu fais des activités. Puis là, tu vas finir par avoir des résultats. Faut juste que tu commettes à au moins. C'est pas simple. Là. Tu sais, souvent, le chiffre, c'est 21, le chiffre magique. Là. Quand nous, on a starté le podcast Emma, j'avais vu une stat de compagnie là, qui aide à organiser des podcasts. Je pense que c'était 90% des podcasts qui débutent se rendent pas à 10 épisodes. Mm. Puis il y a un autre 70-80% qui se rendent pas entre les 10, ceux qui ont fait 10 épisodes, qui se rendent pas à 21. Ceux qui sont rendus à 21 arrêteront jamais. Mm. Pourquoi? Parce que Le t'as momentum. pris des habitudes, t'as Ouais. pris ton aise, Ben oui. t'as une certaine audience qui t'écoute, des gens qui t'écrivent, qui t'envoient Oui. des témoignages, tu sais. Puis ton système est en place. Tu sais, le plus difficile, ça, c'est dans la vie, là. Mais le plus difficile, c'est de commencer, là. Parce que quand tu commences, tu n'as pas tes points de Ouais. repère. C'est plus difficile parce que tu ne sais pas ce que tu fais. Tu sais, je veux dire, tu commences, tu sais. Tu n'as pas comme tes systèmes de publication, tes systèmes d'envoi automatique, ton système d'inscription. Mais une fois que tu es rodé, là, tout ce qui te reste à faire, c'est de prendre le temps pour enregistrer ton podcast ou c'est de prendre le temps pour trouver ta personne puis l'enregistrer. C'est de prendre le temps de publiciter un petit peu ta conférence puis de la présenter. Conférence, ça fait 10 fois que je la présente, là. Je vous confirme que je la pratique pas 10 fois avant, là. Tu sais, ça fait 3 ans que je la pratique. Tu sais, Euh, fait que, comme tu dis, tu la mets à jour un petit peu, mais tu sais, du contenu, là, un REER, c'est un REER, un CELI, c'est un CELI, une hypothèque, c'est une hypothèque, là. Mais le contenu, il se ressemble, tu sais. Mais appliqué dans un contexte de Puis tous les là, tu jours. vas diminuer là, de conférence en conférence, le Exact. stress diminue. Comme je dis, ton niveau de préparation, il diminue aussi entre chaque conférence parce que
t'as pu, la première conférence, c'est l'enfer, là. T'es stressé, Parle vite. tu vas à la toilette, Ouais. tu vas être sûr de pas aller à la toilette avant, tu parles vite, tu bois de l'eau. Écoute, moi, je pense que j'avais trop bouteilles d'eau, puis Moi, j'en j'avais un manquais. truc avec. Finalement, j'ai eu méga envie après Ah 30 oui, minutes, j'avais tu sais. mon eau avec du miel, j'avais ma tasse normale, j'avais, tu sais, comme toute la patente. Ah C'est oui, ça. tu sais, c'est stressant. Puis, tu sais, même dans. Tu sais, moi, j'ai des conseillers que j'ai formés aussi. Puis, ce que je leur dis toujours aussi, c'est que, c'est normal, tout va te prendre plus de temps. T'es en début de carrière, puis c'est Exact. un domaine où est-ce qu'on est en constante évolution. Les produits sont en constante évolution. L'offre de service, ça change avec tous nos partenaires. C'est infini les choses qu'on a besoin de savoir. Fait au début, tout prend plus de temps. C'est normal que ta rencontre client, ta prise de données dans les premières fois, elle va te prendre plus de temps aussi parce que tu es moins rodé dans ta conversation aussi, tes réflexes sont pas encore aussi bien développés. Mais il faut que tu te permettes ce temps-là. Puis il faut que tu sois assez travaillant pour mettre ce temps-là. Pour pas que ça te laisse intimider, ben là, je le ferai pas parce que ça va être bien trop compliqué. J'ai fait une conférence, ça m'a pris des heures à monter, j'en ferai pas deux. Ça va pas te prendre autant d'heures la deuxième fois. Puis c'est la même chose avec les rencontres clients puis les Exact. systèmes qu'on met dans notre pratique d'affaires pour vraiment travailler la rencontre client, tu sais, de trouver des solutions, de sortir des illustrations, sortir des stratégies pour nos assurances. Au début, ça va te prendre beaucoup de temps parce que tu n'es pas habitué avec les illustrateurs, tu ne connais pas très bien chaque produit, fait qu'il faut que tu ailles lire plus, faut que tu appelles le rep, mais il faut que tu le mettes ce temps-là. Il y a pas de passe-droit, là. Il y a pas de, ben écoute, ça va être trop long, fait que je vais juste attendre d'être plus habitué. Tu seras jamais plus habitué si tu le fais pas, tu sais. Donc, je pense que dans notre industrie, il faut être prête à mettre du temps. Il faut être prête à travailler fort, puis il faut s'accorder un petit peu de, tu sais, en anglais, on dit give yourself some grace. Tu sais, permets-toi d'apprendre, puis permets-toi de prendre plus de temps sur certaines tâches en disant, ben, éventuellement, je vais être plus efficace dans l'ensemble de mon travail. Mes activités, je vais continuer d'en faire beaucoup, mais elles vont être plus payantes. Tu sais, comme chaque activité va être plus rentable parce que ça va me prendre moins de temps m'organiser autour de ça. Mais ultimement, faut que tu fasses quelque chose. Tu sais, tu peux pas juste pas faire d'activité, dire, ah, ben, je vais appeler, là, mes deux, trois prospects qui sont pas mal sûrs parce que c'est mon ami puis c'est ma femme. Puis après ça, je vais attendre que des clients viennent. Soit que tu fais des appels. Moi, comme je dis, moi, j'ai fait le choix de pas faire des cold calls. J'ai fait le choix, mais je fais d'autres choses, par exemple. Tu peux pas juste dire, ben moi, je ferai pas de cold call parce que je crois pas à ça. Puis t'asseoir sur ta chaise puis attendre que ça vienne. Il faut que tu remplaces par autre chose. Il faut que tu remplaces par une prospection quelconque. Moi, les gens qui me disent, ah, tu sais, c'est le fun, tu as réussi sans faire de prospection. Je suis comme, c'est pas exactement ça. Je l'ai fait différemment, ma prospection. Je l'ai Exact. faite à ma façon. J'ai créé des systèmes. Mais viens pas me dire que j'ai pas fait de prospection parce que si j'en avais pas fait, j'aurais jamais eu de client. Tu sais, c'est juste qu'il y a différentes Et qu'il y a méthodes, plus qu'une tu sais. façon de réussir dans la carrière, c'est ça qui arrive. Hein. Souvent, dans les réseaux carrière, justement, ils vont t'enseigner la recette des cold calls pour, ou du Mm, porte-à-porte, tu sais, dépendamment du réseau. Là. C'est Combine, IA, Sunlight, là, ils ont toutes leurs mhm, recettes là, particulières. Et quand tu arrives dans ces réseaux-là, c'est pas la méthode qui t'enseigne, c'est la méthode qui a fonctionné pour certaines personnes, mais c'est peut-être pas la tienne, celle qui colle à ta peau. Puis il y a des gens qui détestent le domaine après l'avoir essayé, parce que justement, s'ils étaient justement, c'était des cold calls, puis c'était that's it. C'est combien d'appels à froid tu as fait par semaine va déterminer si tu vas réussir ou pas. Mais si tu avais des idées qui étaient divergentes, mhm. ah, c'est pas bon ça, tu perds ton temps, j'arrête d'investir du temps, d'énergie avec ce conseiller-là, il réussira jamais, il fait pas assez d'appels. La prospection, là, comme tu le dis si bien, là, c'est pas vrai que t'en as pas fait, là. Mm. T'en as fait, t'as peut-être même travaillé beaucoup plus fort que bien des gens pour monter tout ce travail-là, mais il y a beaucoup quand tu le compares au nombre d'appels, ben effectivement, tu fais moins d'appels, mais quand t'en fais, son qualité, par contre, c'est des gens C'est qui ont de plus la efficace. confiance. C'est plus efficace, puis ce qui en ressort, c'est une Mhm. plus haute qualité de prospect aussi. Mais c'est du travail. C'est juste que pour moi, c'est du travail beaucoup plus agréable. C'est beaucoup plus agréable de faire une conférence que de faire une Ouais. journée à faire des cold calls, là, tu sais. Donc, c'est plus agréable. Puis les rencontres qui en découlent. Tu sais, on parle beaucoup de comment ça nous aide à aller chercher des clients, des prospects de qualité. Mais je vous garantis que quand tu as quelqu'un qui est assis devant toi, tu te fais déjà un peu confiance, qui te connaît, puis que tu le sais que cette personne-là te ressemble, ou du moins ressemble le genre de personne avec qui tu veux travailler. C'est le fun pour nous aussi, là. C'est le fun comme conseiller, comme conseiller d'être Ah assis oui. devant quelqu'un avec qui, comme t'as des Qui valorise. similitudes, puis tu sais, la conversation est le fun parce qu'on vit une réalité similaire, puis il y a une ouverture, tu sais, donc ça rend l'ensemble de la job plus facile et plus agréable parce que c'est plus fluide. Mais c'est pas vrai qu'il n'y a pas de travail derrière ça. Il y a beaucoup de travail, puis il y a une volonté de se mettre de l'avant, puis faut pas avoir peur d'être vulnérable, là. Tu sais, tu te mets dans la caméra devant des gens qui te connaissent à Mhm. moitié, puis ça va parler d'un sujet très technique.
Tu sais, puis c'est arrivé dans des conférences que je me suis posé des questions malaisantes ou des, tu sais, comme, ça arrive, là. Mhm. Mais plus t'en fais, plus Mhm. tu deviens gros dur, puis il n'y a plus rien qui te fait peur, puis ça t'aide dans l'ensemble de, de ta pratique aussi, tu sais. Donc, c'est une profession qui nécessite beaucoup d'heures, beaucoup d'énergie, mais que quand on travaille bien, puis qu'on maintient nos activités, puis que notre agenda est plein d'activités en général, ultimement, ça va finir par en faire découler des ventes ou des partenariats ou des relations qui vont être payantes de différentes façons dans ta carrière. C'est un bon segue pour la conclusion. Fait que peu importe votre niveau d'activité, apprenez à vous connaître. Faites quelque chose dans lequel vous êtes un petit poisson dans l'eau puis que vous aimez ça. Faites-vous une espèce de gros thermomètre sur votre bureau, là, sur un mur, un objectif en activité et non en nombre de Mm. clients ou de commissions. Faites ces activités-là pendant un certain temps. Moi, je vous le dis, là, il devrait avoir qui vont en découler. Cynthia, tu as eu des super de bons résultats avec ça. Fait que merci tout le monde d'avoir écouté le podcast. Merci Cynthia d'être venue. C'était très, très agréable de t'entendre parler de ton parcours puis de comment tu as réussi à mettre en place là, ce beau système-là là, pour bâtir ta clientèle pour ton Avec plaisir. cabinet. Merci de m'avoir reçu, Félix.